êtes sur Télé Sud et l'émission s'appelle le journal des correspondants. Notre randonnée nous conduira aujourd'hui au Sénégal, en RCA, au Cameroun, en Guinée. Commençons par la Centrafrique. Face aux défis économiques du pays, le président Faustin Archange Touadéra demande un renforcement des stratégies de mobilisation des recettes de l'État. Des directives ont été données au ministre à ce propos au cours du 3e séminaire gouvernemental d'auto-évaluation de 10 jours clôturé mardi dernier. Les détails avec Roland Jean-Paul Chibenda, notre correspondant à Bangui. Ce séminaire gouvernemental, le 3e du genre qui vient de s'achever, vise à évaluer à mi-parcours la mise en œuvre des recommandations sectorielles, tout en appréciant les progrès réalisés et les défis persistants afin de rechercher ensemble dans le cadre de solidarité gouvernementale les solutions idoines aux difficultés de leur mise en œuvre. 50% des actions mises en œuvre, 25% en cours de réalisation et 25% non réalisés, c'est le bilan des 10 jours de travaux de ce séminaire, un bilan qualifié d'appréciable. Je voudrais exprimer ma satisfaction pour ces résultats obtenus dans des conditions difficiles que traverse notre pays. Je recommande donc au Premier ministre, chef du gouvernement, d'organiser des séances spéciales pour les ministères qui n'ont pas encore présenté complètement leur situation, afin de mettre tous les éléments d'information à la disposition du ministère des Finances et du Budget. Nous avons donc l'obligation de réduire notre dépendance vis-à-vis de l'extérieur en mettant l'accent sur nos propres efforts afin de renforcer notre crédibilité. Il faut dire que la mobilisation des recettes à travers ce projet dans chaque ministère est une stratégie bien pensée pour minimiser les difficultés liées à la suspension d'appui budgétaire de certains pays et organisations internationales à l'encontre de la République centrafricaine. Ce séminaire ouvre la voie à une nouvelle opportunité pour le gouvernement. C'est pourquoi je vous instruis de prendre toutes les mesures qui s'imposent afin de mobiliser davantage les ressources domestiques. Des réunions doivent être organisées avec le ministre des Finances pour permettre la mise en œuvre efficiente du dispositif de captation de nos ressources domestiques et l'identification de nouvelles niches de ressources. Voilà des engagements politiques et financiers non négligeables qu'il faut pérenniser en vue d'amener la République centrafricaine à sortir progressivement de la grave crise sécuritaire et socio-économique qu'elle avait subie et de lui permettre de se développer harmonieusement à travers des appuis multiformes sollicités par le chef de l'État centrafricain auprès des différents partenaires au développement venus nombreux au cours de ce 3e séminaire gouvernemental d'évaluation. La Tunisie a célébré lundi dernier le 67e anniversaire de son indépendance, un événement commémoré par les ressortissants tunisiens au Cameroun. Les diplomates camerounais et étrangers ainsi que des membres de la société civile se sont retrouvés autour d'un dîner de gala organisé par l'ambassadeur de Tunisie à Yaoundé, Karim Ben Bécher. Occasion pour le diplomate de revenir sur la position de son pays face aux violences xénophobes contre les ressortissants subsahariens. Chimène Baleba, Cyril Nguidjoy. L'ambassade de Tunisie à Yaoundé a servi de cadre pour un cocktail en guise de commémoration de l'indépendance du pays. Une 67e bougie soufflée dans un contexte marqué par des violences xénophobes à Tunis. Des immigrés d'Afrique noire disent être victimes d'actes de racisme, occasion pour le diplomate tunisien de repréciser la position de son gouvernement face à ces injustices. Comme je l'ai dit dans mon discours, il faut avoir confiance dans ce qui a été fait par le gouvernement tunisien. Parce que s'il y a eu quelques petits problèmes, c'est vrai,
par-ci ou par-là, au niveau d'agressions bien localisées, de personnes physiques, mais ça n'a jamais été le fait de l'État, ça n'a jamais été le fait des officiels. Les propos acerbes du président Kais Saied face à l'immigration clandestine sur son sol ont entraîné une vague d'indignation générale. Un sentiment anti-tunisien semble gagner du terrain en Afrique subsaharienne. Plusieurs pays, à l'instar du Burkina Faso et du Mali, ont rapatrié leurs compatriotes. Néanmoins, la Tunisie rassure, des mesures urgentes ont été prises pour limiter ces actes de barbarie contre les ressortissants noirs. Il réitère son attachement aux valeurs du continent. Les responsables de ces actes-là ont été tout de suite attrapés et jugés. Ils sont passés en justice et maintenant ils purgent leur peine en prison. Et le message qui a été délivré par le gouvernement a été très fort pour dire attention, il ne faut pas toucher à personne, ni tunisien, ni subsaharien, ni africain, ni arabe. Maintenant la situation est tout à fait calme, il n'y a aucun problème. Les étudiants camerounais reprennent le chemin des écoles et chaque jour, moi je délivre des visas pour des personnes qui vont se soigner en Tunisie, qui vont faire de la formation en Tunisie. Les festivités se sont déroulées dans une ambiance chaleureuse et conviviale. C'est aussi la célébration de la coopération dans ses multiformes qui lie l'État camerounais à la République tunisienne. Au Sénégal, tous les lecteurs de journaux, ou presque, connaissent sa signature et les traits de son pinceau. Le dessinateur de presse Omar Diakité, connu sous le pseudonyme de Odia, est le caricaturiste le plus en vue ces dernières années à Dakar. Certains n'achètent les journaux que pour y lire ses dessins, qui sont toujours les uns plus inspirés que les autres. Notre correspondant à Dakar est allé à sa rencontre et vous le fait découvrir à travers cet élément. Des dessins de presse qui font pouffer de rire et qui résument souvent bien l'actualité au Sénégal. Derrière ce travail se trouve cet homme. Je m'appelle Omar Diakité, dessinateur de presse. Je signe sous le nom de Odia. Depuis 8 ans, il est le dessinateur attitré de ce journal à travers lequel son crayon informe quotidiennement des milliers de Sénégalais, amoureux ou non des dessins. Je me base fondamentalement sur les faits de société, sur ce qui se passe, sur l'actualité. Généralement, c'est souvent la politique qui domine, mais il y a aussi d'autres faits qui prennent des fois le dessus, à savoir le sport, ça peut arriver, la culture, l'économie. Et chacun a un style différent. Voilà. C'est ça aussi qui fait le sel aussi de tout ça, voilà, de l'aspect artistique du dessin de presse. Mon premier objectif, c'est vraiment de faire rire. L'objectif numéro 1, c'est que le dessin soit plaisant. Il faut qu'il y ait cette information. Il faut que les gens soient informés quand le dessin paraît, parce que c'est le dessin qui fait l'information. Omar Diakité, c'est aussi une très longue carrière démarrée en 1989. Le premier journal où j'ai commencé à exercer s'appelle Walfadjri et c'était en 1989. J'ai fait beaucoup de journaux, mais ensuite je suis allé au Cafard Libéré. J'ai fait 14 ans avec le Cafard. Odia est également l'associé et le dessinateur vedette de l'unique hebdomadaire satirique qui paraît actuellement au Sénégal. Aujourd'hui, sa notoriété ne fait plus de doute. Odia, c'est un génie du pinceau. C'est quelqu'un qui est très talentueux et qui en un tour de pinceau, par exemple, peut te restituer toute l'actualité. Sur une planche, il peut te restituer toute l'actualité. Et il a tendance à confirmer ce que disent les Chinois, comme quoi l'image vaut 1000 mots. Ce qui m'accroche le plus, c'est-à-dire le fait qu'il résume l'actualité. Par exemple, je peux dire que si Mimi Touré a été déchu de l'Assemblée de son poste de député, bon, sitôt on peut dire que demain, peut-être Odia va faire un dessin sur ça. Et il ne va pas passer autrement, c'est-à-dire il va résumer l'actualité telle qu'elle nous l'avons attendue. Une célébrité qu'il tente bien souvent de noyer par sa modestie. Les autres aussi font un travail extraordinaire. Hein? Il n'y a pas que entre guillemets Odia sur la place.
Nous sommes plusieurs sur la place et chacun a un style différent. Un vieux métier connu en Afrique, le métier de forgeron. Même s'il tente à disparaître en Guinée, certaines familles continuent à perpétuer la tradition de la forge dans le pays. Comme vous le verrez dans ce sujet signé Sagnon Kourouma, notre correspondant à Conakry. L'agriculture, c'est le métier de Yomba Mara depuis sa naissance. Aujourd'hui, à 56 ans et père de 9 enfants, ce paysan n'a jamais connu de machine pour cultiver son champ. Yomba et ses enfants se servent de cet instrument, la daba. Je n'ai jamais été à l'école et je n'ai pas appris un autre métier sinon que l'agriculture. Et la daba est pour moi comme le bic pour l'écrivain. Elle est incontournable dans notre travail. Nous faisons tout grâce à la daba. Je nourris ma famille et je gagne ma vie dignement. L'importance de la daba est immense. J'ai eu 5 garçons qui se sont aussi mariés grâce à la daba. Cet instrument est l'œuvre de ces hommes forts, les forgerons. Ces artisans perpétuent un savoir-faire ancestral, un travail du fer qui a longuement résisté à la révolution industrielle et à l'avènement de la technologie. Depuis nos ancêtres, on vit du travail de fer. Et quelle qu'en soit la garantie d'un instrument venant de l'usine, on peut le façonner comme on peut. Et ce qu'on fait d'ailleurs est plus garanti. C'est notre travail, confectionner des outils destinés aux agriculteurs. Ce petit business aide ainsi l'économie guinéenne à se développer grâce à ces outils artisanaux fabriqués, des matériels indispensables pour les travaux champêtres. Tous les agriculteurs de notre contrée, c'est ici qu'ils confectionnent leurs instruments de labour. J'ai gagné ma vie dans ça, j'ai nourri mes 14 enfants dans ça et j'ai aussi construit des maisons grâce à ce métier. Pendant des siècles, cette famille grandie ici en Guinée vit de ce métier d'un autre âge. Leur univers allie savoir-faire ancestral et design moderne. La forge qui se transmet de père au fils. Aujourd'hui, j'alterne école et forge. Après les cours, je viens travailler auprès de mon papa pour gagner mes frais de scolarité et satisfaire d'autres petits besoins. Je ne vais pas laisser ce métier qui est un héritage familial. Mes enfants, ils feront ce métier. Mais voir actuellement un forgeron en Guinée relève quasiment de l'impossible. Valoriser ce métier traditionnel africain est le vœu de ses pratiquants. Une profession qui date des millénaires, qui risque de disparaître si aucune politique de valorisation n'est entreprise en Guinée. Fin de ce numéro du Journal des correspondants. Merci de l'avoir suivi. Prenez rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro. Au revoir.